de la santé et de très nombreux membres du gouvernement, certains sont ici avec nous, un comité interministériel pour la santé consacré à l'ensemble des actions de prévention que le gouvernement veut encourager et mettre en œuvre. Au lieu de prononcer un discours qui évidemment se voudrait un grand discours sur le sujet, je voudrais commencer par citer 3 chiffres, ou plus exactement 3 séries de chiffres, qui incarnent 3 réalités, ou qui décrivent 3 réalités sur l'état de santé des Français. Le premier, c'est l'écart d'espérance de vie entre les Français les plus modestes et les Français les plus aisés. Cet écart, il est de 13 ans pour les hommes et de 8 ans pour les femmes. Et cet écart ne se réduit pas. En clair, plus vous êtes issu d'un milieu favorisé, éduqué, informé, plus vous avez de chances d'être en bonne santé et plus vous pouvez bénéficier d'une espérance de vie élevée. Inversement, plus vous venez d'un milieu modeste ou d'un quartier défavorisé, plus votre santé est en risque. Ça veut dire que la bonne santé, c'est aussi une question de justice sociale. Et cette justice sociale, elle passe par un égal accès aux soins, c'est évident, mais elle passe aussi par l'information, par les bonnes pratiques, par la vaccination, par le dépistage, bref, par tous ces outils qui permettent de prendre soin de sa propre santé. Le deuxième chiffre est relatif à la prévention des maladies sexuellement transmissibles. À peine 53% des jeunes âgés de 15 à 24 ans ont utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport sexuel. Ça veut dire que 47%, la moitié, n'en ont pas utilisé. Ça se traduit par 6000 cas nouveaux de séropositivité chaque année dans notre pays et par une remontée très forte, très rapide, des infections sexuellement transmissibles comme la syphilis. Troisième chiffre, et j'arrêterai là, le cancer du poumon chez les femmes, qui est en train de devenir la première cause de décès par cancer chez les femmes. On compte 10 000 décès en 2017 contre 12 000 décès du cancer du sein la même année. Son incidence et sa mortalité ont explosé chez les femmes depuis les années 80 alors qu'elles sont demeurées assez stables chez les hommes. C'est malheureusement la traduction de la montée du tabagisme féminin dans notre pays, montée quasi continue, très régulière, mais c'est un indicateur de santé mauvais et inquiétant. Voilà quelques exemples, on pourrait en donner beaucoup d'autres, de la réalité de la santé dans notre pays. Un pays où les inégalités très importantes devant la santé demeurent. Un pays où des pathologies qu'on croyait disparues, ou qu'on croyait sous contrôle, maîtrisées, j'ai cité la syphilis, j'aurais pu aussi parler de la rougeole, font leur retour. Et un pays où des risques qu'on connaît parfaitement, je pense par exemple au tabac, continuent de tuer massivement. Face à cette situation, le gouvernement vient de valider un plan de mobilisation autour de la prévention. Ce plan, il présente 3 caractéristiques. D'abord, il se veut complet. Vous me direz, si le gouvernement venait vous présenter un plan incomplet en matière de prévention, vous seriez surpris à juste titre. Ce que je veux dire quand je dis qu'il est complet, c'est qu'il tient compte de tout ce qui peut avoir une incidence positive ou négative sur l'état de santé de la personne. La lutte contre les addictions, l'éducation, le sport, le dépistage, la vaccination, la qualité de l'air. S'il est complet, c'est que tous les ministres y ont travaillé, sous le pilotage de Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Et je veux remercier Agnès Buzyn de la très grande implication et de la très grande qualité de son travail. Un mot pour souligner que, s'agissant de l'aspect santé au travail, nous avons lancé une mission d'évaluation qui aboutira en juin. Et donc tous les aspects relatifs à la santé au travail seront intégrés dans notre plan au moment du début de l'été. Ce plan, il concerne ensuite toutes les étapes de la vie intra-utérine jusqu'au grand âge, parce que les risques, parce que les environnements changent avec le temps,
Parce que la prévention, ça ne s'arrête pas à l'école pour reprendre au moment de la perte d'autonomie, parce que c'est souvent dans la force de l'âge qu'il faut faire le plus attention, parce que même si à 20, 30, 40, 50 ans on se sent pleinement adulte et responsable, et qu'on se sent en forme, il faut penser à la suite. Pour ceux qui se sentent en bonne santé, la maladie et la maladie grave est quelque chose de souvent assez abstrait. Paul Valéry avait une formule pour désigner la bonne santé, il l'appelait le silence des organes. Eh bien, le silence des organes, il peut être le signe que tout va bien, mais il peut être aussi le signe que quelque chose se prépare. Certaines de ces pathologies, voire de ces pathologies graves, ne sont pas évitables en l'état actuel de nos connaissances, mais d'autres le sont parfaitement. Et c'est évidemment pour cela qu'il faut agir. Enfin, troisième caractéristique de ce plan, il est tout entier tourné vers une logique d'efficacité, c'est-à-dire que pour que chaque tranche d'âge, pour chaque tranche d'âge et sur chaque risque, il cible ce qui marche, il généralise, il facilite, il informe, il soutient financièrement et humainement pour rétablir l'égalité entre les Français sur chaque parcelle de notre territoire et pour protéger nos enfants contre des risques sanitaires qui sont en pleine recrudescence. Le maître mot, donc, c'est celui d'efficacité. Et avant de céder la parole à Agnès Buzyn, je voudrais illustrer cette volonté grâce à 3 exemples très simples. Le tabac, d'abord. C'est un vrai ennemi, le tabac. 73 000 morts par an liées directement au tabac. Évidemment, le mieux, c'est de ne pas commencer. Mais il peut arriver qu'on ait commencé, et là, le mieux, c'est d'arrêter. Et comme ça n'est pas toujours facile, comme c'est même rarement facile, on doit rendre cette décision la plus simple possible et l'accompagner le mieux possible. On sait que les substituts nicotiniques sont un des moyens les plus efficaces pour arrêter de fumer. En 2007, a été créé un forfait annuel de 50 €. Puis on l'a augmenté en 2013 pour certains publics, comme les femmes enceintes. Puis on l'a élargi à d'autres publics en 2015 et en 2016. Bref, ça fait 15 ans, pardonnez-moi l'expression, qu'on tourne un peu autour du pot. Nous allons donc essayer de rendre les choses plus simples. Votre médecin pourra vous prescrire ces substituts nicotiniques et vous pourrez en obtenir le remboursement comme n'importe quel médicament. C'est à la fois une question d'égalité très réelle devant l'accès à un traitement qui coûte cher, mais aussi une question d'équilibre. D'un côté, on augmente le prix du paquet de cigarettes, mais de l'autre, on facilite l'accès au traitement de substitution. Il ne s'agit donc pas de taxer pour punir, mais inciter, orienter en offrant une vraie solution. Je le dis aux 6 millions de Français fumeurs qui veulent arrêter, c'est le moment de passer à l'acte. Deuxième exemple, la vaccination. On le sait, en France, les chiffres ne sont pas très bons. En tout cas, si on les compare avec ceux d'autres pays, nos efforts ont d'abord concerné les jeunes enfants. Comme nous nous y étions engagés dès le mois de juillet, nous avons rendu obligatoire les 11 vaccins qui n'étaient que recommandés, parce qu'il n'est pas acceptable de mourir encore de la rougeole dans notre pays aujourd'hui. Pour ce qui est des adultes, nous accusons aussi un retard important en matière de vaccination, notamment contre la grippe. Le gouvernement précédent avait expérimenté dans certaines régions la vaccination par des pharmaciens qui sont présents dans un grand nombre de territoires. Cette mesure a démontré son efficacité, nous allons donc la généraliser. Dès l'année prochaine, vous pourrez vous faire vacciner contre la grippe chez votre pharmacien. Troisième et dernier exemple, le cannabis. On connaît les effets qu'a le cannabis sur la santé. Moi je dis on connaît, mais je ne suis pas sûr qu'on les connaisse assez, à vrai dire. Je ne suis pas sûr que les éléments qui relèvent de l'analyse scientifique, de la pratique médicale, qui sont des faits, qui sont étudiés sur des cohortes, ces éléments-là, je ne suis pas sûr qu'ils soient suffisamment connus. Ce qui est sûr, c'est que l'ensemble des études, les études les plus récentes, notamment celles de l'INSERM, le confirment, s'il en était besoin, le cannabis a des effets nuisibles, voire très nuisibles, sur la santé, et notamment sur la santé des plus jeunes. Or, les jeunes Français consomment du cannabis en moyenne plus tôt et dans de plus grandes quantités que leurs voisins européens. Il faut donc briser cette spirale.
Pour y parvenir, on va commencer par mettre fin à une hypocrisie qui est, en plus d'être une hypocrisie, un élément totalement inefficace. C'est l'hypocrisie qui consiste à sanctionner de peine d'emprisonnement la consommation de cannabis. C'est une peine qu'on n'applique quasiment jamais, parce qu'elle est assez inapplicable, inutile et disproportionnée. C'est pourquoi avec le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, et avec la garde des Sceaux, nous allons proposer au Parlement de revoir la nature de cette réponse pénale. Quel est le principe? Et je veux être précis. Il est de conserver à la consommation de cannabis sa qualification de délit. Mais au lieu de sanctionner ce délit par des peines d'emprisonnement, nous voulons le sanctionner par une amende forfaitaire systématique. On punira ainsi systématiquement pour dissuader vraiment, tout en laissant évidemment la place et la possibilité au juge d'assortir ou de remplacer cette peine par une injonction de soins. Alors cette nouvelle réponse pénale, qui est nécessaire, qui est utile, ne peut pas être la seule réponse si on veut faire reculer la consommation de cannabis. C'est pourquoi nous avons décidé que l'intégralité du produit de ces amendes, sera reversée au financement de la prévention à destination des jeunes et des consommateurs de drogue. J'en viens au renforcement de notre force de frappe en matière de prévention, un nouveau bras armé au service de cette politique et de la santé des Français. Dès la rentrée 2018, ce sont presque 50 000 étudiants en santé qui, chaque année, et durant 3 mois, accompliront leur service sanitaire dans les établissements scolaires, dans les entreprises, dans les EHPAD, et ce, dans le cadre de leurs études. Des étudiants qui sauront trouver le mot juste, les mots justes, notamment pour parler à des collégiens et à des lycéens, perte de repères, en particulier sur les questions de sexualité et d'addiction. C'était, vous vous en souvenez peut-être, un engagement fort du candidat pendant la campagne, un engagement en faveur de l'égalité de tous devant la santé, un engagement en faveur d'une meilleure éducation à la santé, en faveur du développement d'une vraie culture de la prévention chez les praticiens. Cet engagement sera tenu dès cette année et je pense qu'il permettra de contribuer là encore à la culture de prévention et à l'efficacité des mesures que j'annonce aujourd'hui et qui ont été préparées par Madame la ministre des Solidarités et de la Santé, à qui je cède bien volontiers la parole.